Tous les jours, dès 16h, historiquement beau, je vous raconte l'histoire sans se la raconter. Il a retrouvé sa glotte. Parce que Stéphane nous confie en antenne qu'il avait perdu sa glotte. J'ai vous connaissiez un ma petit glotte. problème de glotte magique. Et elle nous raconte des histoires qu'on peut aussi voir en peinture. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez celui qui était le capitaine de la Méduse au moment de son naufrage en 1816, l'officier Hugues Duroy de Chaumareix. Oui, un triste cire celui-là. Parce que voyez-vous, en 1815, après l'effondrement de l'Empire, quand Louis XVIII redevient roi, tous les officiers de marine issus de la noblesse qui avaient quitté la France sous la Révolution française reviennent et ils réclament un commandement. Et tous sont réintégrés dans la marine dans un grade supérieur à celui qu'ils avaient en partant. Alors, vous imaginez l'effet produit sur les officiers les plus jeunes et les plus compétents. Hein. Ils sont évincés au bénéfice de ces rentrants quinquagénaires, dont la plupart n'a plus mis le pied sur un bateau depuis au moins 25 ans. Eh bien, si vous voulez, tout le drame du radeau de la Méduse est là. C'est ce qu'il faut comprendre, pourquoi ça fait un scandale pareil, parce qu'on avait l'impression que le roi revenait avec ses valises, avec des gars qui avaient plus commandé depuis 25 ans et qu'on nommait à des postes supérieurs. C'est insupportable. Alors, le vicomte Hugues Duroy de Chaumareix est l'un de ces officiers sans expérience. Il n'a pas eu de commandement depuis 20 ans. Il a quitté la France à bord d'une barque. Bon, c'est ça la dernière fois qu'il a piloté un bateau, si vous voulez. Mais on lui confie la frégate La Méduse. Et la Méduse, c'est la frégate la plus belle, la plus moderne de la flotte française à ce moment-là, si vous voulez. Bon, alors le roi lui assigne la mission de diriger l'expédition chargée d'aller reprendre possession du Sénégal, rendu à la France par l'Angleterre à la suite de différents traités. Alors, pourquoi lui plutôt qu'un autre, hein? Eh bien parce qu'il jouit encore de sa réputation de héros des guerres de Vendée. 20 ans auparavant, le 27 juin 1795, il a participé au débarquement royaliste raté de Quiberon, qui a fait quand même près de 800 morts, et c'est donc à sa survie en terrain hostile que Chaumareix doit son brevet de commandant à son retour en France. Par ailleurs, Chaumareix est un pistonné et un menteur. Un pistonné parce qu'il n'aurait jamais obtenu un commandement aussi prestigieux sans l'intervention de son oncle, l'amiral d'Orvilliers, qui est un ami du comte d'Artois, le frère du roi, vous voyez, dont on voit le réseautage. Hein. Et c'est un menteur parce qu'il se rajeunit d'un an pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction de commander un bâtiment qui frappe alors les officiers de plus de 50 ans. Donc résumons-nous, nous avons ici avec Hugues Duroy de Chaumareix un marin d'eau douce blanchi sous le harnais, n'ayant pas commandé de navire depuis 20 ans, pistonné par son tonton et mentant sur son âge. C'est pas joli c'est pas tout joli, ça. joli. Ça, c'est encore un de vos copains. Et vous descendez de lui, non? Pas du tout, mais vous avez raison, je suis apparenté à un des derniers survivants mais du radeau, vous voyez, oui. Hein, pas des chaloupes de Chaumareix comme le gouverneur Schmalz, qui, lui, était élève au collège de Thiron-Gardet, et lui, il s'est sauvé, lui. Notre gloire locale. Oui, bon, alors d'accord, jetons un voile pudique sur ce... Non, on fait la liste de tous ceux qui ont survécu. Il y en a pas dans beaucoup. vos familles respectives. Bon, le 17 juin 1815, la Méduse quitte Rochefort pour un voyage à Dakar qui aurait dû être une promenade de santé. Hein. On prend l'air sur le pont de Vise, on parle de Trafalgar, au loin, quand on passe au loin de Gibraltar, mais l'atmosphère à bord va se dégrader très rapidement, et pour cause. Chaumareix semble avoir tout oublié de la navigation. Il ne sait pas faire le point, ne contrôle pas les caps, et pire, selon Éric Hemptaz, qui dans la malédiction de la Méduse fait plutôt un livre à charge contre ce malheureux Chaumareix. Chaumareix a oublié le nom des voiles, et il est alcoolique, il boit du matin au soir. Hemptaz, alors c'est Hemptaz, hein, c'est la façon dont il voit le bonhomme, le qualifie de baderne gonflé d'orgueil et de vinasse. De vinasse, je l'ignore, mais d'orgueil, certainement. Mais il avait pas un second? Mais bien sûr que si, mais si vous voulez, il a des relations exécrables avec ses subordonnés, parce qu'il les méprise, il n'écoute aucun avis, et du coup, il règne à bord un sentiment d'aigreur et de jalousie, allié à un laxisme généralisé, entretenu par les officiers qui détestent Chaumareix. Bientôt, on arrive au large de l'Afrique. Alors, les marins qui ont déjà fait ce voyage lui disent, mais écoutez, faut éviter ces côtes. Les courants sont dangereux. Les récifs et les bancs de sable sont nombreux. Faut prendre au large, une route évidemment un peu plus longue, mais moins périlleuse. Rien à faire. Chaumareix ne veut rien entendre. C'est toujours comme ça. Les gars qui se sentent mis en cause par leurs subordonnés. Non, on peut pas. Non, on peut pas. On n'est pas à bord du Bounty. Non, mais dites donc, vous voulez rire. Donc, entêtement, obstination,
aveuglement, refus d'écouter les autres. Chaumaret réussit le prodige de s'échouer à marée haute par un temps radieux et une mer d'huile à 100 km de la côte. Il fallait le faire. Et puis ça ne va pas s'arrêter là. Quand ils sont échoués, il fallait lâcher du lest. Il fallait balancer des choses pour envisager de pouvoir repartir. Eh bien, il refuse qu'on se débarrasse des 14 canons. Il y a 14 canons à bord. Il refuse qu'on les mette à la baille et qu'on les mette à l'eau parce que ça serait un crime de lèse-majesté. Donc le bateau alourdi n'a aucune chance de redémarrer. Et contre toutes les lois de la marine, Chaumaret embarque dans les tout premiers à bord des chaloupes, sous les huées des marins restés à bord, qui, rendus furieux par cette trahison de leur commandant, s'emparent du fusil et le mettent en joue. Bon, on pense aussi que c'est peut-être, alors on n'en est pas sûr, mais ça serait peut-être Chaumaret. Une fois que tout le monde est à la fois sur les bateaux et sur le radeau, c'est lui qui aurait rompu la touline, c'est-à-dire la mare qui permettait de remorquer le bateau. Parce qu'ils sont vite rendus compte que si les chaloupes sur lesquelles il y avait des rames continuaient à traîner ce radeau derrière, elles n'arriveraient jamais sur la côte. Donc ils ont rompu la mare. Résultat, sur les 147 hommes embarqués sur le radeau, il n'y aura que 5 survivants. Et sans eux et leur témoignage, Chaumaret aurait coulé des jours paisibles. Au lieu de ça, il passe en cour martiale. Et pour ce qu'il a fait, la loi prévoyait la peine de mort, mais on est sous la Restauration. Le roi veut défendre sa marine constituée d'anciens officiers de l'Ancien Régime. Et du coup, que croyez-vous qu'il arriva ? Il est condamné à 3 ans. À 3 ans de prison au lieu de la peine de mort. C'est quand même un peu léger. Bon, après, il retournera dans ses terres. Et l'on raconte que jusqu'à la fin de ses jours, il dormira sur un lit de sarments de vigne pour expier ses fautes. Bon, pour ma part, je n'en crois pas un mot. Et j'avais fini par trouver un portrait de Chaumaret. Si vous voyez dans Astérix et Obélix, dans la zizanie, un personnage qui s'appelle Détritus. Bien sûr, Détritus, alors Chaumaret, il ressemble à Détritus. Oui, autant horrible. Vous dire qu'en effet, il vaut mieux qu'on ne le voit pas en peinture, mais pour ma part, je ne peux pas le voir en peinture, ce triste cire de Chaumaret. Merci Clémentine, en tout cas, vous nous avez bien éclairé sur cette figure maudite de l'histoire. Ce Francesco Schettino du 19e siècle, vous savez, le capitaine du Costa Concordia qui était parti. Ah, mais oui, tout à fait. Bien sûr, le parallèle est à faire.